tout ce qui est nausée et vomissement. Quand on dit anti-émytique, donc ça sous-entend qu'il s'agit des médicaments qui traitent et les nausées et les vomissements. En guise d'introduction, tout d'abord, on va donc parler de tout ce qui est nausée, de tout ce qui est vomissement, physiologie, physiopathologie, et puis on va entamer donc les classes thérapeutiques. D'accord. Vous pouvez bien sûr poser des questions au fur et à mesure, as you like. Si vous voulez les poser donc au fur et à mesure, ou bien vous voulez les poser à la fin, les laisser à la fin, il n'y a pas de problème. Le vomissement et son signe avant coureur qui appelle la nausée, qu'on appelle également haut le cœur, sont des réactions de protection. C'est-à-dire que le vomissement, c'est-à-dire que le vomissement n'est pas une maladie en elle-même. Le vomissement ou bien les nausées, c'est des symptômes. C'est des symptômes révélateurs ou bien c'est des symptômes évocateurs qui vont nous renseigner sur certaines pathologies ou bien certaines maladies. Ce sont donc des réactions de protection ayant pour but d'éliminer immédiatement les substances potentiellement toxiques pour l'organisme, mais aussi des symptômes importants est commun à plusieurs pathologies. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent avoir, entre autres, comme signes cliniques, des nausées et des vomissements. L'exemple le plus récent et l'exemple d'actualité actuellement qu'on vit donc tous les jours, c'est l'exemple du Covid. Parmi donc les signes peut-être cliniques, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des douleurs abdominales, parfois on peut même avoir des nausées et des vomissements. Il s'agit donc d'un processus en trois étapes. Comme vous voyez, il s'agit d'un processus en trois étapes. Il y a la sensation, donc la nausée, il s'agit d'une sensation d'inconfort et de mal-être qui accompagne l'approche du vomissement. C'est-à-dire, une fois le vomissement est approché, on va se sentir mal à l'aise, on va un inconfort, une sensation désagréable, un dégoût, etc. Cette sensation désagréable est ressentie comme un serrement au niveau de la gorge et de l'épigastre. Donc, un serrement au niveau de la gorge et de l'épigastre. Puis, une fois on a ces signes-là, on aura l'effort du vomissement. Qu'est-ce que ça veut dire l'effort du vomissement? Il s'agit d'une inspiration à glotte fermée avec une contraction des muscles respiratoires. Vous allez me dire pourquoi inspiration à glotte fermée. Tout d'abord, inspiration, c'est pour prendre le maximum d'oxygène, c'est pour donc enrichir les poumons par l'oxygène. La glotte fermée, bien sûr, c'est pour ne pas avoir une fausse route, c'est pour ne pas avoir le passage du liquide de vomissement qu'on va rejeter, va donc pour qu'il ne passe pas dans les voies aériennes. Donc c'est une inspiration à glotte fermée avec contraction des muscles respiratoires. D'accord? Alors, maintenant, on passe directement au vomissement. Donc, il s'agit d'un processus en trois étapes. Bien sûr, les étapes, ça se chevauche, ça se passe presque en même temps. Nausée, puis effort de vomissement, puis vomissement proprement dit. Il s'agit donc d'une expulsion et rejet par la bouche du contenu gastrique. C'est à ce moment-là qu'on aura donc le rejet actif et qui est involontaire du contenu stomacal, bien sûr, à l'extérieur par le biais de la bouche. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je peux avancer, s'il vous plaît. Donnez-moi un signe de vie, s'il vous plaît. Monsieur, oui. Alors, je peux avancer? Vous m'entendez? Oui, monsieur. S'il vous plaît, un message pour me confirmer que vous êtes en train de suivre.
Alors, là, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Monsieur, c'était clair. Allô, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ah, d'accord, ok. Ok, on va continuer, donc. Parfait. Donc, jusque-là, on a défini juste, donc, on a juste défini le phénomène de vomissement. À quoi sont dus maintenant à quoi sont dus les vomissements? Les vomissements sont le plus souvent aigus et de cause bénigne. Donc là, déjà, on va distinguer, on va faire la distinction entre des vomissements qui sont aigus et des vomissements qui sont chroniques. La plupart des vomissements sont de cause bénigne, donc il n'y a pas vraiment une cause qui est très grave, et ce sont des vomissements aigus. Aigus, c'est-à-dire passagers, ou bien des causes passagères, transitoires, etc. Et on va dire on ne peut parler de la chronicité du vomissement qu'à partir de 7 jours, c'est-à-dire qu'à partir de vomissements continus répétitifs pendant 7 jours, qu'on parle de vomissements chroniques. Parmi donc les causes les plus fréquentes des vomissements aigus, on va commencer par les causes des vomissements aigus, on a donc certains problèmes gastro-intestinaux, notamment, on a certains problèmes gastro-intestinaux, notamment des gastro-entérites. Les gastro-entérites, là, c'est en fonction du timing d'arrivée de cette gastro-entérite, est-ce qu'elle est en hiver ou bien en été, qu'on va différer notre diagnostic. C'est-à-dire que si la gastroentérite arrive en hiver, donc on va systématiquement penser à une infection virale. Donc une gastroentérite en hiver, ça ne peut être dû qu'à une infection virale. C'est le cas justement du Covid qui s'est déclenché, par exemple, c'est-à-dire le virus, le coronavirus, qui a été donc découvert à partir du mois de décembre. À partir du mois de décembre, donc on peut avoir plusieurs infections virales avec une fièvre modérée, avec des douleurs abdominales, avec des diarrhées. Ce sont tous les signes qu'on trouve effectivement avec l'infection à coronavirus. Mais en été, si par exemple la gastroentérite intestinale ou bien la gastroentérite arrive en été, on ne peut penser qu'à une infection bactérienne avec bien sûr une fièvre plus élevée par rapport à la fièvre modérée de la gastroentérite virale, avec également des diarrhées profuses donc, qui sont dues à plusieurs infections bactériennes, telles que la salmonellose, telles que la choléra, telles que la shigellose, les amibioses, etc. Également, parmi les causes du vomissement, on peut avoir des causes neurologiques, suite par exemple à une hyperpression intracrânienne, donc suite à une métastase cérébrale. Elle peut également être due à un dérangement vestibulaire, donc suite à une perturbation du système vestibulaire. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le système vestibulaire. Le système vestibulaire qu'on trouve au niveau de l'oreille interne, donc à l'intérieur de l'oreille. C'est ce système-là qui est donc qui commande tout ce qui est trouble de l'équilibre ou bien qui maintient l'organisme
en équilibre. Et en cas, par exemple, de vertige ou en cas de problème de vision, donc on peut parler d'une perturbation du système vestibulaire. Également, parmi les causes du vomissement, il y a des causes métaboliques. Par exemple, en cas d'hypercalcémie, en cas d'urémie, c'est-à-dire présence de, de calcium dans les urines ou en cas d'insuffisance rénale, etc. Parmi également les causes du vomissement, il y a les causes médicamenteuses qui sont très fréquentes. Il y a plusieurs substances médicamenteuses qui peuvent aboutir, qui peuvent causer, qui peuvent provoquer des vomissements, des nausées. Notamment, bien sûr, l'exemple le plus connu, le plus fréquent, c'est la chimiothérapie, mais également la radiothérapie. Donc, les anticancéreux, les substances anticancéreuses sont connues comme étant des substances émétisantes et nauséeuses. Il y a également d'autres classes thérapeutiques. Il y a les antalgiques opioïdes, la classe des antalgiques dérivés des opiacés. Il y a donc les agonistes dopaminergiques. Parmi les agonistes dopaminergiques, vous avez certainement vu donc la classe des antiparkinsoniens. On peut également avoir la bromocriptine, par exemple, qui est un agoniste dopaminergique qui traite les hyperprolactinémies, etc. Parmi également les substances médicamenteuses qui peuvent aboutir à des nausées et des vomissements, il y a les dérivés de l'ergote de seigle utilisés dans la maladie, donc dans la migraine. Il y a également certains digitaliques, donc les digitaliques cardiotoniques, il y a les quinines, etc. Et j'en passe. Les autres causes, donc des nausées, il y en a plein de causes. On a par exemple l'alcool. L'alcool peut causer des vomissements suite à une fausse route et une régurgitation. Régurgitation, c'est-à-dire passage du liquide de vomissement dans la voie aérienne et passage vers les poumons. Donc, régurgitation du vomissement dans les voies respiratoires et risque d'infection grave suite bien sûr à la prise d'alcool. Il y a également l'intoxication alimentaire, donc c'est très connu comme étant une cause également des nausées et des vomissements, des intoxications alimentaires. Il y a les intoxications au monoxyde de carbone, en hiver bien sûr, suite à la mauvaise manipulation et le mauvais entretien des chauffages. Donc on peut avoir des rejets du CO et du coup, on peut avoir des intoxications. Parmi les signes de signes cliniques de cette intoxication, on peut avoir des nausées et des vomissements aigus. Et bien sûr, on peut avoir également comme cause la stimulation tactile du fond de la gorge. Également, on peut avoir comme cause la douleur intense dans certaines maladies, par exemple les cancers. En cas de douleur intense qui n'est pas prise en charge, on peut avoir comme signe clinique, comme symptôme, on peut avoir également des nausées et des vomissements. En cas également d'intervention chirurgicale, on peut avoir en post-opératoire, c'est-à-dire suite à l'intervention chirurgicale, on peut avoir des nausées et des vomissements. C'est la raison pour laquelle parfois on prescrit donc des anti-vomitifs juste avant l'intervention chirurgicale. Les nausées et les vomissements post-opératoires sont dus d'une part à l'intervention en elle-même, c'est-à-dire au traumatisme de l'intervention chirurgicale, et d'une autre part, c'est-à-dire ces vomissements-là, ils sont dus à l'anesthésie, c'est-à-dire les anesthésiants peuvent également contribuer à l'apparition de ces nausées-là. Il y a également les mauvaises odeurs. Certaines mauvaises odeurs peuvent déclencher le système, comme on va le voir donc, en détail dans le mécanisme d'action, peuvent déclencher le vomissement. Il y a également la migraine et les maux de tête. Une migraine intense, aiguë, peut également aboutir à des vomissements. Il y a des problèmes également dans le système, ou bien dans le tractus gastro-intestinal. Par exemple, l'occlusion intestinale peut aboutir à des nausées et des vomissements. Après traumatisme crânien, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir, surtout dans les 48 heures suite à une hyperpression intracrânienne, liée à un saignement et également à des hématomes
suite à ce traumatisme crânien-là. Donc, on peut avoir une hyperpression intracrânienne et un saignement et des hématomes à l'intérieur de la boîte crânienne. Et par conséquent, on peut avoir des nausées et des vomissements. Jusque-là, on a juste parlé des nausées et des vomissements aigus. On a dit tout à l'heure qu'il y a également des nausées et des vomissements chroniques. On peut avoir donc comme cause des vomissements chroniques la grossesse. La grossesse, notamment pendant le premier trimestre, on peut avoir énormément de nausées et de vomissements. C'est un signe révélateur d'une éventuelle grossesse. Les études ont prouvé qu'une femme sur deux est touchée au cours du premier trimestre de la grossesse, mais également on peut avoir réapparition à terme de la grossesse, c'est-à-dire à la fin de la grossesse, on peut avoir une réapparition des vomissements. Également, donc on peut avoir en cas de vomissement et altération de l'état général, on peut penser à un rétrécissement du tube digestif. C'est-à-dire si le vomissement est accompagné d'une altération de l'état général, cela veut dire qu'on a derrière un rétrécissement du tube digestif et par conséquent, on peut penser à un cancer d'un organe au niveau donc, viscéral, d'un organe de voisinage qui comprime l'intestin. Donc, suite à ce cancer-là, c'est-à-dire un gonflement, c'est la masse tumorale qui va être gonflée, qui va comprimer l'intestin et qui va déclencher le système ou bien le processus physiopathologique du vomissement. Est-ce que c'est clair jusque-là? J'avance. D'accord. On passe maintenant à la physiologie du vomissement. On passe à la physiologie du vomissement. Comme vous voyez dans ce schéma-là, bon, c'est un schéma le plus simple possible pour essayer de simplifier la physiologie du vomissement. Le vomissement est un phénomène actif qui trouve son origine dans le bulbe rachidien où il existe deux zones qui le provoquent. Premièrement, on a le centre de vomissement proprement dit. Donc, il est situé dans la formation réticulée du tronc cérébral. Et deuxièmement, on a le CTZ, ce qu'on appelle le CTZ, c'est-à-dire le Chemo Trigger Zone, ou bien le Chemoreceptor Trigger Zone, ou bien donc la zone trigger chemoréceptrice. Cette zone-là est située au niveau de ce qu'on appelle l'area postrema. L'area postrema est localisée en dehors de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique. Donc, il faut mettre en tête que le vomissement est contrôlé par principalement le centre du vomissement, situé, c'est-à-dire dans la partie bulbe, situé dans le tronc cérébral, notamment au niveau de la formation réticulée, c'est-à-dire après la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire du côté encéphalique de cette barrière-là. On sait très bien que cette barrière sépare le sang du système nerveux central. Donc, le centre du vomissement se trouve après la barrière hémato-encéphalique. Par contre, la CTZ, la chemotrigger zone, est située au niveau de l'area postrema. Cette area postrema, elle est localisée en dehors de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, pour certaines substances antiémétiques qui ne passent pas, qui ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique, elles peuvent donc stimuler ou bien elles peuvent agir sur la CTZ et traiter donc les nausées et les vomissements sans qu'elles provoquent des signes neurologiques, des effets indésirables neurologiques. C'est le cas de la dompéridon, comme on va le voir tout à l'heure. Pour la détection donc, des stimulés chimiques endo ou exogènes. Donc, cette CTZ-là, son rôle principal, c'est la détection des stimulés chimiques
endo ou exogène. C'est-à-dire que la CTZ, elle ne peut être stimulée que par les substances chimiques, qu'elles soient toxiques ou bien médicamenteuses, qu'elles soient exogènes ou bien endogènes. D'accord. Ça, donc, on a parlé des deux centres principaux qui contrôlent donc, le processus de vomissement. On passe maintenant donc, au processus en lui-même, c'est-à-dire à sa physiologie. Le centre du vomissement est activé par des informations venant de la CTZ, mais aussi par des stimulations directes venant du système nerveux central, à savoir par exemple le thalamus, l'hypothalamus, le cortex cérébral, provoqué par l'anxiété, une émotion, des douleurs, des odeurs, etc. Donc, je résume. Le vomissement, il est contrôlé par les deux centres, centre de vomissement et CTZ. Donc, le centre de vomissement va recevoir des messages ou bien des stimulés ou bien des stimulations de la part soit de la CTZ qui est elle-même stimulée par des substances chimiques, qu'elles soient toxiques ou médicamenteuses, qu'elles soient endogènes ou exogènes, mais également le centre de vomissement peut être activé par des stimulés venant d'autres parties autres que la CTZ. C'est-à-dire, il peut être stimulé par donc, des stimulations venant directes, bien sûr, venant du système nerveux central, le thalamus, l'hypothalamus, et spécialement et notamment le cortex cérébral. Par exemple, pour les stimulations qui sont venues à partir du cortex cérébral, ces stimulations-là sont provoquées par exemple, par une anxiété. En cas d'anxiété, on va stimuler le cortex cérébral. Le cortex cérébral va stimuler le centre de vomissement et déclenchement du vomissement. On peut avoir des émotions, qu'ils soient positives ou négatives, et on peut avoir des douleurs, on peut avoir des odeurs, bien sûr, des mauvaises odeurs, etc. Parmi également les parties, bien sûr, anatomiques qui peuvent également stimuler le centre de vomissement, il y a l'appareil vestibulaire. L'appareil vestibulaire dont on a parlé tout à l'heure, qui se trouve donc à l'intérieur de l'oreille. Il peut également, donc une toute perturbation au niveau de l'appareil vestibulaire peut entraîner une stimulation du centre de vomissement. Il y a également des messages sensitifs périphériques, par exemple venant du système digestif, pharyngé, bien sûr par le biais ou bien via les nerfs pneumogastriques ou bien sympathiques. Il y a donc ce qui va donner donc des infos ou bien des informations sensitives extra-digestives et à partir donc du péritoine, vaisseau donc coronaire, des voies urinaires, le testicule et hépatique, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit des messages sensitifs périphériques, donc venant donc, du système digestif via les nerfs pneumogastriques ou sympathiques, soit on peut avoir des informations sensitives qui sont extra-digestives, venant soit du péritoine, soit, c'est-à-dire la paroi, la membrane péritonéale, soit à partir du vaisseau coronaire, c'est-à-dire une stimulation cardiaque, soit une stimulation urinaire, soit une stimulation testiculaire, soit une stimulation hépatique, soit une stimulation hépatique. Tout ça, donc, peut participer, peut contribuer à quoi? À la stimulation du centre de vomissement. Je récapitule. Donc, on a deux donc, entités qui participent au déclenchement du phénomène de vomissement. On a le centre de vomissement qui se trouve après la barrière hémato-encéphalique et on a la CTZ qui se trouve avant la barrière hémato-encéphalique, du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique. Et bien sûr, le centre de vomissement qui est le principal acteur qui va intervenir lors de la physiologie ou bien la physiopathologie du vomissement, lui-même, il subit donc des simulations soit à partir de la CTZ. La CTZ elle-même, elle reçoit donc des informations ou bien des simulations à partir
des médicaments ou bien à partir des toxines. Également, le centre de vomissement peut recevoir des informations nerveuses ou bien des stimulés à partir du système nerveux central, notamment à partir du cortex, provoqués donc, par exemple par une anxiété, par des émotions, par des douleurs, par des odeurs, etc. On peut avoir également le système vestibulaire qui va également stimuler le centre de vomissement. On peut avoir également des messages sensitifs, périphériques, qui sont digestifs, pharyngés, stomacales, etc., via deux nerfs principaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les afférences viscérales, les afférences viscérales, qui sont transmises par le nerf vagal ou bien le nerf vagal numéro 10 et le deuxième, donc, qui est glossopharyngien numéro 9. Et également, on peut avoir des informations sensitives à partir d'autres systèmes autres que le système périphérique digestif, qui peuvent être donc soit le tractus urinaire, testiculaire, hépatique, cardiaque, etc. Tous ces systèmes-là peuvent donc stimuler le centre du vomissement. C'est ça la conclusion. La conclusion, c'est que tous ces systèmes-là peuvent contribuer à la stimulation du système, du centre de vomissement. J'espère que vous me suivez. En réponse maintenant à ces stimulations, le centre de vomissement émet des messages. Donc, le centre de vomissement, suite à ces stimulations-là, ces différentes stimulations, il va émettre des messages efférents moteurs. Donc, ce qui vient à partir de ces facteurs-là, de ces stimulés-là, donc c'est des afférences qui arrivent qui stimulent le centre de vomissement. Maintenant, c'est des efférences, c'est-à-dire que le centre de vomissement va émettre des messages efférents, c'est-à-dire qui sortent à partir du centre de vomissement vers d'autres organes pour déclencher le vomissement. Parmi donc ces messages efférents moteurs, on a donc premièrement, bien sûr, ces messages efférents moteurs vont modifier la motricité duodéno-pylorique, c'est-à-dire qu'on aura une hypertonicité duodénale avec inversion du péristaltisme, fermeture pylorique. Tout ça, c'est pour donc préparer le terrain à l'injection et à l'expulsion bien sûr du liquide gastrique. Ces messages efférents également moteurs. Donc, premièrement, on a dit qu'ils modifient la motricité duodéno, ils modifient la tonicité duodéno-pylorique, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter la motricité duodénale tout en diminuant la motricité gastrique, Deuxième modification, c'est qu'on aura une modification de la motricité phandique, la partie phandique de l'estomac, avec un relâchement et ouverture cardiale, c'est-à-dire ouverture du cardia, cette valve-là qui ferme et qui s'ouvre suite à l'introduction d'un bol alimentaire. Donc, désolé. Alors, je continue. Il y a également la troisième phénomène, c'est qu'il va provoquer le centre de vomissement une contraction diaphragmatique et musculo-abdominale. Une contraction diaphragmatique et musculo-abdominale avec inspiration profonde, tout en fermant toujours la glotte pour prévenir l'inhalation du contenu de l'estomac expulsé lors du vomissement. Je pense qu'il y a un petit problème. Une minute. Pas de dispositif.